Bonjour à tous, bienvenue dans Clutin Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo The Mandalorian avec la critique de l'épisode 7 de cette saison 3, le chapitre 23 de la série The Spies, réalisé par Rick Famuyiwa. J'ai massacré son prénom, désolé mec, mais on t'aime bien. Épisode qui est très clairement le mieux noté de cette saison 7. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? On va en débattre avec l'ami Greg. Salut mon cher Greg, comment vas-tu et qu'as-tu pensé de cet épisode 7? Bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était un très bel épisode, même si à mon avis, là pour le coup, mes expériences personnelles ont sans doute fait un petit peu modifier mon jugement, cette partie subjective. Et le truc c'est que vous vous dites sans doute, mais de quelle partie personnelle parle-t-il? A-t-il du coup sauvé comme ça, libéré un pays qui avait été bombé par un empire? Est-ce que j'ai mené une armée de vétérans soldats avec des armures? Non, c'est parce qu'en fait, bébé Grogu fait énormément penser dans son comportement à mon fils à plein de moments, avec le non, non, non. Quand il appuie sur le truc, ça me rappelle énormément de moments où mon fils je lui dis allez viens, on arrête de jouer sur non, non, mais arrête, allez, sors de cette balance, non, non. J'avais vraiment l'impression de voir 100% mon fils dans cet épisode. Bon, un peu en vert et avec des grandes oreilles. Mais le truc, c'est que donc forcément, il y a une part subjective qui est toujours importante. Et qu'est-ce que... Mais en fait, le truc, c'est que c'est très étonnant parce que cette série, vraiment, j'aime énormément son histoire. Et à côté de ça, ce qui est terrible, c'est de voir ces images de fin, ces artworks où on voit ce qu'il voulait faire. Enfin, c'est vraiment une espèce de message c'est pas un aveu d'échec, mais c'est une espèce de quelqu'un qui est en train d'être pris par des terroristes, qui a un flingue sur la tempe et qui vous dit oui, oui, il faut faire tout ce qu'ils disent. Et avec ses mains, il essaye de vous dire non, non, faites pas ça du tout. Et ils nous font une série, ils essayent d'avoir le maximum d'ambition avec cette série. Et puis, bon, bah, on voit qu'il y a voilà, le peuple des Mandalorians, bon, bah, ils sont 30. Ils affrontent une armée de 33 troopers qui sont pas tous très bien animés. Et quand on voit les artworks de fin, on voit que quand ils sont tous autour du feu, il y a des centaines de Mandalorians. Le combat, c'est pareil. Enfin, on a l'impression que les artworks sont faits pour ce qui va être le film, en tout cas ce qu'ils ont annoncé du film. Et que là, on a une version downgradée, quoi. Donc c'est dommage. Mais le cœur de cette série est vraiment présent, quoi. C'est-à-dire que cet épisode, souvent on dit que Jean Jardine, alors je vais exagérer le plus possible la prononciation de Jean parce que du coup les gens ont fait la remarque dans les commentaires, mais donc Jean Jardiland qui s'occupe de découper un petit peu les rosiers. On disait qu'il n'était pas suffisamment le personnage principal. Mais là, c'est Lancelot, c'est le chevalier principal. Il n'est pas le roi, il n'est pas. Là, il prête allégeance à la reine. C'est incroyable comment il y a des parallèles entre. Ils nous font vraiment un film de cap et d'épée, mais avec dans l'univers de Star Wars. Et quand il parle littéralement à Bo-Katan, il parle vraiment à la reine d'une quête du Saint Graal. Leur Saint Graal, C'est Jon Snow avec Daenerys. Oui, c'est Jon Snow. Alors, s'ils terminent ensemble, ce sera sans le côté ils sont cousins et on ne sait pas si c'est pas bien, quoi. Et le truc, c'est que je regrette un élément, c'est que je regrette qu'ils mettent pas suffisamment en avant le côté badass des Mandalorians. Là, j'aimerais bien que 10 Mandalorians mettent vraiment une fessée à 200 troopers, quoi. En gros, quand ils nous racontaient les légendes sur les Mandalorians, j'avais l'impression que c'était 300, quoi. Il y a 300 mecs, il y a une armée devant eux, et ça, ils ont pas peur. Là, il y a trop de scènes où tu vois des Mandalorians qui explosent en l'air, et tu te dis, putain, mais en fait, les 30, il y en avait combien qui se cachaient dans le bus à la derrière? fin, il est quand même badass, hein. De quoi? À la fin, Passe Vizsla, il éclate tous les. Mais parce que c'est les adieux de Favreau. Stormtroopers blancs. C'est Favreau qui
fait les adieux à son personnage dans cette scène et qu'il le fait. C'est un personnage qui, depuis le début, ne fait quasiment que se prendre des roustes de Jean, et là, de Dean. Et le truc, c'est que là, il est le moment où il doit être épique. Il fait jeu égal avec le frère de Bo-Katan. Il est en train d'exploser 50 troopers du futur. Donc mais c'est un très beau moment. Enfin, franchement, c'est un moment qui est super. Il y a plein de moments où je me disais, c'est vraiment dommage que la réalisation, elle soit pas plus dynamique. Ils font leur combat. Enfin, encore une fois, je prenais dans la vidéo news là, qui va sortir dans quelques jours, je prenais l'exemple des combats d'épée dans Donjons et Dragons, et j'arrêtais pas de me dire, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui réalise comme ça, avec un vrai dynamisme, un vrai panache dans la scène. Et là, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça. Mais encore une fois, ils ont moins de budget, moins de temps, etc. Et même si l'actrice qui joue Bo-Katan disait que sur une série, habituellement, c'est 8 jours de tournage par épisode, là où sur Mandalorian, c'est 35 jours de tournage par épisode. Donc c'est pour dire que quand même, ils prennent leur temps. C'est juste qu'ils ont pas forcément le budget pour faire tout ce qu'ils veulent. Et le truc, c'est que... Bon, maintenant que j'ai parlé un peu du forme, et de ce qui me dérangeait, parlons de ce qui m'a plu. Et ce qui m'a plu, c'est encore une fois, c'est le cœur. C'est-à-dire les moments où Mando est avec Grogu, qui sont sur le robot, qui a une idée qui a l'air d'être absurde, et au final, ça marche super bien. C'est l'espèce dont je me souviens jamais du nom, et qui lui dit non, bébé. Enfin, c'est hyper mignon. C'est le fait de dire il faut pas qu'ils aient qu'il y a la forgeronne qui, on sent, est une espèce de... Enfin, c'est la leader culturel de ces Mandaloriens. En gros, il y a vraiment un aspect sur l'esprit chevaleresque, l'esprit, cette relation entre Mando et Grogu. C'est génial. Je suis moins intéressé par la relation entre Mando et Bo-Katan, et je suis moins intéressé par Bo-Katan d'une manière générale. Donc c'est un personnage qui existait avant, qu'ils ont récupéré, mais vraiment, ce qui fait une œuvre, c'est de s'attacher au personnage, et je trouve qu'on est hyper attaché à Mando, on est hyper attaché à Grogu, et on a envie de voir quelle est leur vie. Certes, on n'est plus en train de voir une œuvre dont le héros ultime est Mando, en tout cas c'est pas le cas maintenant, mais à côté de ça, on est en train de voir une œuvre où on s'attache à Mando qui est le premier chevalier de cette table ronde là, et l'histoire qui, peut-être on aurait pu dire qu'avant les histoires n'étaient pas assez, pesaient pas assez dans l'univers Star Wars, ou que c'était dommage, que ça avait moins de signification dans cette épopée. Et au final, là, cet épisode, il dit que ce qu'on est en train de voir, c'est vital pour tout ce qui va se passer dans la galaxie. Que si les Mandalorians récupèrent leur ville, c'est 35 personnes, s'ils récupèrent du coup leur planète, en fait, eh bien, c'est tout le potentiel nouvel empire, en tout cas toutes les idées de le rêve d'avoir de nouveau un empire qui peut s'effondrer, parce que c'est vraiment un peuple qui pose des problèmes. Et le truc... C'est pas que ça, hein. C'est surtout que Moff Gideon, il a caché sa base sur Mandalore. Oui, mais je parlais du rendez-vous entre tous les chefs de guerre / du coup généraux du Nouvel Empire. Et donc au final, le truc c'est que c'est vraiment il corrige des trucs, voilà, on est vraiment au centre d'une histoire importante, une histoire qui va peser sur la galaxie, et en même temps, c'est vrai que le personnage, il est un petit peu mis de côté, mais c'est au profit d'une grande histoire qui est quand même intrigante. Et l'histoire qui est proposée avec ces généraux, j'ai envie de dire, c'est la première fois que dans une live action, on voit vraiment quelque chose qui est en train de ressembler à l'univers étendu, à la suite des épisodes de Star Wars canoniques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'avait écrit Lucas, qu'il n'avait pas écrit, mais dont il avait validé l'écriture par d'autres auteurs. Et là, on est en train de le voir appliquer, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment
c'est vraiment ma série bonheur de la semaine, quoi. Il y a aucun doute pour moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Kerr? Alors, mon avis sur l'épisode, je vais être très clair, j'ai beaucoup aimé. Il y a des trucs moyens auxquels j'adhère moyen, mais bon, globalement, c'est un très bon épisode. J'ai vu les nombreuses réactions lors de sa diffusion, qui étaient assez dithyrambiques, et je comprends, en effet, c'était un vrai kiff. J'ai vu aussi, je tiens à le dire, beaucoup de réactions sur l'épisode précédent, là, sur les droïdes. Alors, je comprends qu'il y ait plein de gens qui l'aient pas aimé cet épisode, mais j'ai trouvé que beaucoup de réactions sur le fait que Mando ne soit plus le héros de la série, remplacé par Bo-Katan. C'était un syndrome Disney. On donne tous les premiers rôles aux femmes, naninaner. J'ai trouvé ce discours mais tellement niais que voilà. Bon, enfin bref, malheureusement on commence à avoir l'habitude. Surtout que Bo-Katan, c'est quand même pas n'importe quel personnage dans l'univers de Star Wars. Et il y a d'ailleurs dans les commentaires de la chaîne, il y a quelqu'un qui a dit mais en fait Mando à côté de Bo-Katan, c'est rien du tout, hein, Dean. Donc ce qui est très vrai dans l'histoire de Star Wars. Mais enfin bref, et là on a donc cet épisode qui est très bon. L'épisode précédent, pour moi, les davantage, mais les deux sont très différents. Et je trouve que chaque scène a vraiment son importance, et notamment la première. La première sur Coruscant, alors déjà, j'ai trouvé très très réussi. Les premiers plans avec le personnage d'Elia Kane. Alors il y a la confirmation qu'elle est toujours avec aux ordres de Moff Gideon, mais ça on le savait déjà. Il y a beaucoup d'inspiration Blade Runner, Cyberpunk dans les plans, le son est tellement travaillé, tellement bien travaillé, la musique et tout. Et alors l'arrivée de Moff Gideon avant le conseil, ce plan où il avance dans le couloir entouré de Stormtroopers, entouré également de cuves à clonage, donc il nous rappelle qu'il est toujours dans le clonage, même si ce qu'il va dire après dit le contraire. Et puis alors là, vraiment, cette discussion avec le conseil, mine de rien, est extrêmement importante. Extrêmement importante, pourquoi? Parce que c'est très clairement, on parle de Thrawn qui va revenir. Très clairement, on comprend que Moff Gideon, il n'est pas du tout avec Thrawn, et que lui, il est plutôt de son côté à lui. Et il n'est pas non plus du côté du projet Nécromancie développé par Hux, qui accessoirement est le père du Hux de la postologie. Et le projet Nécromancie avec Hux fait un lien direct avec la postologie. Donc là, vraiment, The Mandalorian est inscrit avec l'après, avec la postologie, qui ne sera pas malheureusement décanonisée, puisque, on le rappelle, il y a un film sur Rey qui a été annoncé, qui se déroulera 15 ans après la postologie. On voit bien que c'est le pourquoi de Pershing s'est fait shooter par Elia Kane, c'est parce que Gideon veut parasiter le projet de clonage. Il veut parasiter le projet Nécromancie. Il était d'accord pour le faire quand c'était pour lui, donc en douce dans la saison 2, mais pas, et la saison 1, mais pas quand c'est pour le faire pour Hux. Donc ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Il dit cette phrase, la création des clones, c'est votre obsession, pas la mienne. Bon, ok. Il y a un truc que je voulais quand même remarquer sur Gideon qui vaut dans cette scène-là, mais aussi dans la scène d'après, c'est qu'il se fait tellement. C'est tellement un bolos dans la fin de la saison 2, quand il se fait battre, qu'il essaye de convaincre Bo-Katan, de Mando avec le Darksaber et tout. Il m'a fait tellement de peine que le revoir en grand méchant maintenant, et on peut imaginer qu'il va être méchant encore un petit moment, en tout cas jusqu'à l'arrivée de Thrawn. En fait, ça marche pas. Et moi, j'ai le syndrome Kang. Je sais pas si ça te fait ça, Greg, mais moi, Kang a été Pas ridiculisé du dans tout. Quantum Mania. Là, on a Moff Gideon qui a été ridiculisé dans Mando fin de saison 2. Moi, pour moi, c'est plus une menace. Et ils vont avoir du mal. Et pourtant, j'aime bien Giancarlo Esposito. Il est excellent dans Better Call Saul. Il est excellent dans Breaking Bad. Là, je le trouve très moyen dans Mando en tant qu'acteur. Mais en tant que personnage, pour moi, son personnage, c'est fini. T'en penses quoi? Et du coup, non, je j'ai pas du tout ce sentiment-là. Évidemment, l'acteur, il est pas du tout au niveau où il était dans Breaking Bad, où il était beaucoup plus gros. Là, moi, j'ai eu l'impression qu'il a perdu contre Mando, qui lui a récupéré le sabre, etc. Mais il est présenté maintenant comme étant. On voit qu'il s'est approprié les capacités des armures des Mandalorians. Je trouve que son look qu'ils ont fait, si tu regardes, c'est assez marrant parce que ils ont vraiment fait le roi noir, quoi, le nécromant. Et il a un costume qui est proche de Vador, sauf qu'ils lui ont carrément fait des petites crêtes comme si c'était une couronne, vraiment des petites touches en permanence
de cette histoire de conte de fées qu'ils veulent garder. Et du coup, je trouve qu'il revient plus fort qu'avant. Le seul truc qui est dommage, c'est que j'aime bien quand un méchant meurt, qui meurt, quoi. Là, il est amené en prison, il Oui, s'en je suis sort et tout. d'accord. C'est un petit côté un petit peu comics. Joker s'est évadé pour la 2000e fois de Arkham. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais en même temps, il a du charisme, il arrive. Et là où on se dit qu'il y a peut-être un rendez-vous loupé, c'est quand en plus, on voit la salle avec tous les autres généraux, de voir que tous ces autres généraux auraient pu, il y en a pas beaucoup qui ont l'air très charismatiques accessoirement, mais n'importe lequel de ces autres généraux en termes d'histoire aurait pu représenter la suite de Moff Gideon, d'un empire sans visage, enfin des personnes d'un empire sans visage qui veulent revenir, et tous des pions devant le trône. Et ça, c'est vraiment le truc où je me raccroche un peu à ce que tu dis. Je suis d'accord sur ça. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont su le faire grandir pour qu'il représente une menace de nouveau, quoi. À la fin, alors quand il est en armure, t'as raison, il est hyper stylé. Et quand il est en Mandalorian, je trouve. En plus, il y a plein de gens, tu sais, il y avait plein de théories qui disaient qu'en fait, beaucoup imaginaient que Moff Gideon était un Mandalorian. Alors, c'est pas le cas, mais par contre, il a l'armure très clairement qui fait penser au Mandalorian avec le jetpack et c'est vraiment hyper stylé. Moi, il y a un truc là auquel je viens de penser, je le vois bien en fin de saison se faire éclater, mais par Thrawn lui-même. C'est-à-dire, là, il fait le mec qui va redresser l'Empire, qui joue un peu ses cartes pour lui-même. Mais je sens que quand Thrawn va arriver, il va lui mettre la misère et ça va être fini. Mais alors revenons là sur mon avis sur l'épisode. Il y a d'autres trucs que je trouve hyper classe. Le retour sur Nevarro avec la flotte des Mandaloriens et le grand vaisseau, tu sais, Mandalorien qui a été peint. Ce plan-là, il est dingue. T'as plusieurs plans où tu vois Bo-Katan et Mando filmés de bas, c'est comme ça, je sais pas comment on dit. Euh, ça donne trop bien. Et après, bon, l'intrigue se met en place, un peu sans surprise, avec quelques éléments qui m'embêtent un peu. Le fait que, alors j'ai trouvé que le robot, là, IG-12, quand il est conduit par Lanzelan, je trouvais ça très chouette. Après, quand il le donne à Grogu, oui, d'accord, ça donne une scène qui est rigolote parce qu'en fait, ça permet déjà à Grogu de parler. En plus, alors du coup, il obéit pas. Et en plus, il y a une manière, c'est symboliquement physique de montrer que Grogu rentre dans l'adolescence dans son rapport avec, ou même préadolescence, hein, avec son père, Dean. Parce que il y a un truc, c'est une réponse en fait matérielle que fait la série. C'est-à-dire que comme Grogu ne va pas grandir dans la série, puisque il met des plombs et des plombs à grandir, euh, là ils le font grandir un peu de manière artificielle avec ce robot. C'est rigolo, mais en fait je vois les failles de la même chose dans l'épisode, c'est-à-dire les scènes où on avait Mando qui prend Grogu dans ses bras, qui le protège, qui le pose, qui le couvre, etc. Là on l'a plus parce qu'en gros c'est maintenant t'as ton robot, démerde-toi et puis voilà. Après, il y a d'autres scènes que les Mandalorians qui se portent volontaires. La scène a été vue et revue dans plein de trucs, mais ça marche toujours. Tu parlais de Bo-Katan. Moi, je trouve que le personnage est hyper intéressant. C'est le plus intéressant de la saison. Et là, c'est elle qui prend les clés du camion, quoi. C'est la big boss des Mandaloriens. Et alors là où c'est même fort, c'est qu'elle arrive à ressouder les deux, à vraiment à faire l'unanimité sans jamais à sortir le Darksaber. Sauf à la fin, mais elle s'en sert en combat. Mais par exemple, tu vois, elle sort même pas le Darksaber pour demander des volontaires. Et ça, je trouve, vachement stylé. L'arrivée des Night Owls, alors c'est pas vraiment des Night Owls, mais leur bateau est extrêmement classe. L'attaque du mythosaure, c'est intéressant aussi, c'est très réussi. Le serment de Dean à Bo-Katan en dit long. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui chouinaient que Mando soit plus le héros de la série. Là, qu'on dû être en PLS. Après, moi, ça me gêne pas du tout que Mando soit. Et tu as utilisé le terme parfait. C'est le Lancelot d'Arthur. Vraiment, Dean, c'est le Lancelot de Bo-Katan. Et c'est vrai. Et moi, ça me dérange pas du tout parce que je pense que tu sais, il y a eu plusieurs commentaires qui étaient intéressants. Il y a un commentaire qui disait sur la vidéo précédente que on se trompait peut-être sur le titre de Mandalorian, donc c'est pas forcément Din Djarin, mais que dans la saison 1,
le Mandalorian, c'est Din. Dans la saison 2, le Mandalorian, c'est Boba Fett. Et dans la saison 3, le Mandalorian, c'est Bo-Katan. C'est une analyse. Ça ne veut pas dire du tout que c'est vrai. Mais je trouve que cette analyse-là est plutôt pertinente, même si je trouve que Boba Fett a un rôle dans la saison 2 qui est beaucoup plus faible que celui de Bo-Katan dans la saison 3. Mais c'est intéressant. Puis en plus, dans l'aventure, dans la construction de Din Djarin, il n'est pas toujours, il n'est pas forcément constamment aux avant-postes. Là, en l'occurrence, il rencontre quelqu'un qui est la chef naturelle des Mandaloriens. C'est vachement stylé ce qu'ils sont en train d'en faire, et de Bo-Katan et de Mando. Alors après, oui, Mando est très en retrait. Et puis alors, on a la découverte de Mandalore, et là, c'est très réussi, je trouve. Alors les combats sont assez inégaux, mais il y a des symboles, tu vois. Moi, j'ai été marqué que le fait que ça soit pas Mando qui sauve Grogu, par exemple, quand le mythosaure attaque. Ça, tu vois, la série te montre que Grogu peut être aussi sans Mando, que l'action peut être centrée sur d'autres personnages et pas que l'intrigue. Et ça, c'est plutôt réussi. L'arrivée des Impériaux en Beskar, très, très cool. La bataille avec Paz qui éclate tous les Impériaux en Beskar, c'est hyper stylé. Et puis alors, la fin, l'arrivée des 3 gardes de Snoke qui éclatent Paz. Moi, ça m'a scié. Mais comment tu l'interprètes, toi, cette scène? C'est plus qu'un lien avec la postologie. Est-ce que c'est pas carrément les 3 mecs qui sont avec Snoke, et tu sais, qui sont tués par Rey et Kylo Ren? C'est les gardes prétoriens, c'est la même armure, les gardes des empereurs. Oui, c'est les gardes des empereurs, oui, bien sûr. Mais est-ce que ils sont tellement au-dessus que tu penses pas qu'ils pourraient être carrément, ça pourrait presque être les mêmes, ou qu'il y a un truc autour d'eux? Ils sont. Enfin, là, on voit bien dans cette scène, Paz, il tue 20 mecs tout seul. Les 3 arrivent, il leur met même pas un coup. Ils sont au-dessus de la mêlée. Alors après, ils ont des armes de maboule, mais ça m'a vraiment fait penser, tu vois, à la garde rapprochée de Snoke, à juste titre. Et enfin, je sais pas, il y a un lien qu'on va voir se tisser. Alors, mais en plus, je suis bête là parce que je suis en train de dire la postologie, et bien évidemment, parce que c'est les gardes qu'évoque Hux et que demande Gideon dans la scène du conseil. Donc ils sont déjà là, ces gardes, mais ça serait rigolo que ce soit les gardes de Palpatine, en fait, et que Palpatine toujours de la partie à ce moment-là déjà, quoi. Mais ouais, voilà. Donc moi, j'ai trouvé l'épisode était très réussi, moins emballé peut-être que certains que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Parce que je trouve que dans les scènes d'action, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs, c'est vraiment les grosses ficelles, c'est la porte qui sépare le groupe en deux, c'est le mec qui veut à tout prix se sacrifier, alors qu'en fait, il n'y avait même pas besoin, puisqu'en fait, il les a tous éclatés. Donc en fait, il aurait éclaté tous les impériaux blancs, et il serait barré, les gardes de, de Moff Gideon n'auraient pas eu le temps d'arriver. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et en plus, la fin est vraiment abrupte. Et tu t'attends pas du tout à cette fin d'épisode-là. Et mais je trouve que c'est un épisode qui a beaucoup d'énergie. Et le mythosaure, est-ce que tu pensais qu'ils allaient en faire autre chose? Et est-ce qu'ils vont en faire autre chose? Bah du coup, le mythosaure, écoute, déjà moi j'ai eu un doute que c'était le mythosaure. Je trouve que le faciès ne ressemble pas au mythosaure. Moi j'aurais juste dit que c'était une autre grosse créature. Mais je serais... mais vraiment, son visage ne m'a pas fait penser au mythosaure qu'on voyait dans la caverne. Et ils sont pas tous là en train de dire oh là là, un mythosaure. On croyait que ça n'existait plus. Donc je sais pas. Je crois que t'as pas le temps de te dire ça quand tu te fais attaquer par un détail pareil. Ouais, je sais pas. Moi, je me suis dit que c'était pas ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Et surtout, je pense que le mythosaure va arriver pour l'épisode final. Ils gardent le mythosaure pour l'épisode où il va y avoir un moment. En fait, le truc, c'est que il y aura un lien avec Bo-Katan déjà, non? Les derniers Mandalorian, à chaque fois, c'est le pire du pire. On se demande comment ils vont s'en tirer, etc. Et puis d'un seul coup, il y a Luke qui arrive. Et d'un seul coup, il y a tel ou tel vaisseau qui arrive à la dernière seconde. C'est vrai que c'est un petit peu tout le temps cette mécanique. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se préparer à le refaire de nouveau avec vraiment une situation désespérée dans le premier quart de l'épisode
Et puis d'un seul coup, il y a, tu vois, des gens de Nouvelle République qui arriveraient pour les aider. J'en sais rien. Quelqu'un qui va arriver. Tu sais, quand ils sont attaqués, il y a un Mandalorian qui se barre pour prévenir les autres plutôt que tout le monde. Donc on peut définitivement imaginer que la flotte va être prévenue que les bombardiers arrivent. Et franchement, qu'est-ce qui peut être de plus impressionnant que Bo-Katan avec le sabre noir au-dessus du mythosaure au moment où ils attaquent les impériaux, tu vois. Ça peut être vraiment stylé. Mais bon, moi je pense que ça va être une succession de moments désespérés et à la fin, un truc... tu vois, c'est Boba Fett qui va débarquer, on sait pas pourquoi. Tu sais qu'en plus, sur le mythosaure, il y a la fameuse prophétie qui est évoquée dans Mais Boba oui, Fett. c'est pour ça que ça la mettrait en leader. Eh oui, oui. Mais elle est déjà leader, mais ça, vraiment, si elle pouvait s'en servir comme poney, par exemple, ça serait badass, quoi. Je suis en train de rechercher si c'est vraiment le mythosaure, pour l'instant, je trouve pas. Mais après, l'épisode a été diffusé il y a trop peu de temps. Ça serait étonnant quand même qu'ils nous sortent un autre monstre qui ressemble au mythosaure. Mais Moi, qui je est me pas suis le dit, c'est mythosaure. Star Wars. Star Wars, il y a toujours des gros monstres. C'est des trucs médiévaux, des gros monstres et des Jedi. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr? Alors, en mot de la fin, mon cher Greg, je vais revenir sur un des propos de Dave Filoni qui a dit que on n'allait pas être déçu par l'épisode final. Alors, déjà, sache que c'est un discours qui change beaucoup des discours qu'on entend sur les saisons finales récemment, parce qu'on a eu le discours de Goth, autour de Goth, qui disait l'épisode final va vraiment diviser le public. En effet. Alors globalement, ils sont plantés, tout le monde était d'accord pour dire qu'il était loupé. Mais en effet, là, quand un showrunner ou un réalisateur, scénariste te dit que on va être plutôt satisfait, c'est qu'il est assez confiant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour le coup, la fin de la saison 2, avec le fameux Open the Door et l'arrivée de Luke et la musique notamment que j'écoute depuis un an, et même plus d'un an, il y a un sacré niveau à relever. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour moi, pas de doute, ça sera le sommet pour Bo-Katan, qui sera la big boss des Mandaloriens. Et alors moi, ma théorie, mais j'ai déjà dit, c'est la saison se termine avec l'arrivée de Thrawn. Parce que Thrawn est présent dans Ashoka. Il est dans le trailer, donc on peut supposer que il va être arrivé très vite dans la série, sinon il l'aurait pas mis, parce que ça aurait été une surprise. Donc potentiellement, il pourrait réellement revenir maintenant. Donc moi, je mets une petite pièce sur le fait que c'est Thrawn qui abrège les souffrances de Moff Gideon. T'en penses quoi de ça? Alors moi, je veux bien y croire à Throne. En dernière image, tu vois, du truc, ou vraiment celui qui va, je sais pas, détruire Moff Gideon. Mais Moff Gideon, il a peut-être une saison, et la dernière saison de Mandalorian, parce que là, on a un peu l'impression que la saison prochaine, c'est censé être la dernière saison, même si c'est pas confirmé. Enfin, je crois pas que ce soit confirmé. Tu Et- penses? Moi, je pense pas du tout, hein. Bah, en fait, j'avais lu que ce qui était plutôt prévu, c'était dernière saison, la prochaine, qui s'enchaînerait par le film. Et clôture de l'histoire des Mandalorian, et après, avec développement très dans plus, surpris. dans plus de séries. Mais du coup, pour revenir sur ça, le truc, c'est que du coup, j'ai un peu l'impression qu'ils nous montrent Moff Gideon comme le méchant de cette série, en fait, pas d'une saison, mais de la série. Et voilà. Mais bon, franchement, on a tellement peu d'infos qu'on peut imaginer que c'est Tron qui est le méchant du Mandoverse et qui du coup apparaît sur la dernière saison. Alors, Et du coup, en Thrawn méchant du Mandoverse, je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a un truc que j'ai pas dit dans la vidéo Star Wars qu'on a déjà enregistré, mais qui va sortir après sur la chaîne, sur toutes les annonces. C'est que, en fait, dans la manière de communiquer et d'annoncer le film de Dave Filoni sur le Mandoverse, ils ne disent pas que c'est la conclusion. Ils disent que c'est le climax, le, vraiment un moment clé de toutes les séries. Et du coup, moi, la manière dont je l'ai interprété, et ce qui me paraît le plus évident, c'est qu'il va y avoir ce film avec des Filoni, qui va conclure un arc qui va être développé dans Ashoka, dans Skeleton Crew, dans The Mandalorian, etc., dans Boba Fett. Mais
que derrière ça continue. Hein. Moi je pense pas qu'ils vont arrêter Mando là comme ça ou qu'ils vont arrêter Ashoka. Hein. Si Ashoka est un succès, là Mando pour moi ils peuvent partir sur 10 saisons sans problème. Hein. Sauf si peut-être. Après le truc c'est que non, mais... pour l'instant ce qu'ils nous montrent c'est qu'ils développent un univers qui est l'univers de Star Wars et de ce qui se passe après. Tu vois, et là, concrètement, ils ont un personnage avec Grogu qui est presque... Enfin, c'est pas qu'il est immortel, mais il peut nous faire, tu vois, 10 générations. Donc ça peut aller loin. Depuis le début, en fait, Star Wars, ils sont pas en train de se dire on va débloquer, là, après, soit après l'épisode 6, soit après l'épisode 9, on va s'intéresser à ce qui se passe à Tatooine. Et puis en même temps de ce qui se passe à Coruscant, etc. Ce qui intéresse les personnes qui sont à la tête de Star Wars, c'est de développer toute l'histoire de Star Wars. La Haute République, l'Ancienne République, la naissance des Jedi, etc. Et donc c'est sûr que l'histoire, elle ne va pas s'arrêter d'un seul coup. Et pour revenir sur ce que tu disais au tout début, donc pour Dave Filoni, moi je pense surtout que les annonces de Dave Filoni sur Mandalorian là tout de suite sont potentiellement aussi beaucoup des annonces de tout simplement le fait que là maintenant la série elle est un petit peu au fond, elle n'a pas la visibilité qu'elle devrait avoir, elle n'a pas la visibilité qu'ils espéraient, je pense surtout parce que Disney Plus n'a pas la visibilité ou le succès qui était escompté, et du coup ils sont tous en train de dire revenez hein. Revenez, coucou, hein, c'est bien. Parce que là, sur les stats qu'on a de fin mars... Mais ça, on en reparlera de tout ça. Donc sur les stats de fin mars, sur Nielsen, donc, qui ne fait de statistiques que sur le marché américain, Mando est considéré comme la 8e série en streaming. Donc pour la plus grosse série de Disney Plus en ce moment, c'est chaud. Et elle est à un pouillème d'être ex aequo avec c'était qu'est-ce que je m'étais noté, c'était je crois que c'est NCIS, donc c'est vraiment pas la gloire quoi, et il y a quasiment d'ailleurs que des séries Netflix, et au milieu il y a The Last of Us puisque on est sur les classements de fin mars, donc c'est vraiment pas là, c'est vraiment pas à mon avis du tout ce qu'ils espéraient avec les séries à ce moment-là. Justement, et moi ça fait un moment, on en parle en off, on n'avait pas encore parlé en vidéo de cette faible visibilité et du manque d'intérêt de Mando pour la saison, enfin du public pour Mando pour la saison 3, qui est assez étonnante, il faut le dire, surtout quand tu as vu la qualité de la saison 2. Alors après, on en reparlera, je pense, dans une autre vidéo, mais il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. Mais pour vous donner des chiffres, outre ce que tu as apporté sur Nielsen, qui est très intéressant, juste un comparatif avec IMDb. Vous savez, vous pouvez noter chaque épisode. On faisait les reviews de The Last of Us rapidement après la diffusion de l'épisode, puisque c'était globalement le lendemain. Dans les 24 premières heures, sur un épisode de Mandalorian, de The Last of Us, on avait 30, 40 000, 50 000 personnes qui notaient l'épisode. On est d'accord ? Là, sur Mandalorian, l'épisode de la saison qui a été le plus noté est à 15 000. L'épisode de The Last of Us qui a été le plus noté sur The Last of Us est à 220 000. Tu te rends compte un peu la différence, hein, c'est dingue, quoi. Là, l'épisode dont on est en train de faire la critique, l'épisode 7, est à 3000 notes sur IMDb. Alors, c'est pas scientifique ce que je suis en train de dire, c'est juste un indicateur, voilà, du manque d'intérêt du public pour Mandalorian sur cette saison. On redéveloppera ça, je pense, dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet qui est très intéressant, qui, à mon avis, touche tout Disney+, et t'as déjà donné la raison, c'est, à mon avis, le nombre d'abonnés. Mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Mais en tout cas, c'est très étonnant. Moi, je suis très étonné de voir qu'il y a si peu de gens qui sont intéressés par la série. L'épisode précédent a quand même fait un bad buzz. On va dire qu'il y a eu un review bombing sur IMDb. Le truc, il est à 12 000 notes. Enfin, je sais pas, le review bombing de The Last of Us, il y en a à 60 000 et d'autres à 200, quoi. De quoi ? T'es en train de dire que le review bombing, c'est plus que c'était ? Non, mais je suis en train de dire que Mandalorian, c'est plus que c'était. C'était des centaines de milliers de personnes qui allaient dire, qui allaient mettre un peu de racisme dans tout ça.
Non, pas du tout, mais le truc, c'est que Mando, Les c'est nouvelles plus que générations, ils te et font c'est un étonnant. review bombing. Bon, bah voilà, ils te mettent des fleurs, ils te disent, bon, c'est pas grave la violence, et ils te mettent quelques commentaires, des centaines. Tu regrettes ce temps du review bombing à milliers. En tout cas, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai qu'une hâte, c'est mercredi prochain pour voir le season finale de la série Mando, de voir un petit peu ce qui nous prépare pour la suite. Et accessoirement, petit message, si vous n'avez pas vu, allez voir le trailer de Star Wars Vision, saison 2. Il y a du très très lourd. En tout cas, sur le trailer, il y a du très très lourd. Donc j'espère que ce sera aussi bien. Et ça sort le 4 mai, donc dans pas si longtemps que ça. Des bisous à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. Et évidemment, pour la critique de du dernier épisode de Mandalorian la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.